Un soir de pluie à Dakar. Aïssata est coincée dans les embouteillages près d'un marché. Elle voit un petit garçon aveugle environ 10 ans jouant du vieux violon sous la pluie pendant que des voyous lui volent l'argent de son chapeau. Mais le garçon continue de jouer calmement. Quelque chose bouleverse Aïssata. Quand elle veut repartir, elle entend le garçon murmurer. Maman disait que les riches ont aussi un cœur, parfois. Cette phrase la frappe violemment. Et dans cet orage silencieux, deux destins allaient se croiser d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Avant de continuer cette histoire, je veux m'arrêter une seconde pour te parler à toi qui regardes en ce moment. D'où tu me regardes? Du Sénégal? De la Côte d'Ivoire? Du Congo? De France? Dis-le-moi dans les commentaires, j'adore savoir où vous êtes. Et si cette histoire te touche, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Ces petits gestes me permettent de continuer à vous raconter des histoires comme celle-ci. Maintenant, retournons à Dakar. Aïssata Diop n'était pas une femme ordinaire. À 45 ans, elle avait bâti de ses propres mains l'une des compagnies maritimes les plus puissantes de la sous-région. Des dizaines de navires portaient son nom sur les océans. Des centaines d'employés lui devaient leur salaire. Des ministres la saluaient avec respect. Et pourtant, ce soir-là, elle était coincée comme tout le monde dans les embouteillages monstres du marché Sandaga, son chauffeur impuissant face à la masse de voitures qui ne bougeait plus. Aïssata était dans le fond de sa Mercedes noire, téléphone en main, signant des documents électroniques. Elle ne regardait pas dehors. Elle ne regardait jamais dehors. La rue ne l'intéressait pas. La misère ne la touchait plus depuis longtemps. Elle avait appris très tôt dans sa vie que la pitié était un luxe que les gens forts ne pouvaient pas se permettre. Mais quelque chose l'obligea à lever les yeux. Ce n'était pas un bruit fort. C'était au contraire quelque chose de doux, de fragile, presque impossible à entendre dans ce chaos de klaxons et de pluie. Une mélodie, un violon, joué par des mains d'enfants dans la nuit mouillée. À travers la vitre embuée de la voiture, Aïssata vit d'abord une silhouette. Petite, mince, un garçon d'environ 10 ans, debout sous l'auvent rouillé d'une boutique fermée. Il tenait un violon usé contre son épaule avec une précision qui contrastait violemment avec ses vêtements déchirés. Ses yeux étaient fermés. Non pas par concentration, par nature, parce que ce garçon ne voyait pas. Il était aveugle. Et il jouait sous la pluie comme s'il était seul au monde. Devant lui, un chapeau retourné sur le sol collectait quelques pièces que les passants pressés jetaient parfois sans même s'arrêter. Mais Aïssata vit autre chose. Elle vit deux garçons plus grands, peut-être 16 ou 17 ans, s'approcher en ricanant. L'un d'eux ramassa le chapeau d'un geste rapide. L'autre donna une légère poussée à l'enfant aveugle qui trébucha mais ne tomba pas. Il se redressa et continua de jouer. Le chauffeur d'Aïssata frappa doucement sur le volant. Les autres voitures commençaient à avancer lentement. C'était le moment de partir. Aïssata ne bougea pas. Elle regardait le garçon qui venait de se faire voler sans même protester, sans pleurer, sans crier. Il jouait. Il continuait de jouer, comme si rien ne pouvait entamer sa paix intérieure. Et puis, au milieu de la mélodie, le garçon s'arrêta une seconde. Il murmura quelque chose, peut-être pour lui-même, peut-être pour personne. Mais les vitres de la Mercedes étaient entr'ouvertes à cause de la chaleur humide, et Aïssata entendit ces mots traverser la nuit comme une flèche. Maman disait que les riches ont aussi un cœur, parfois. Aïssata resta figée. Ces mots-là, cette phrase-là, dite comme ça, sans amertume, sans accusation, juste avec une voix tranquille et un peu triste. Cette phrase pénétra quelque chose qu'elle croyait avoir fermé à clé depuis 20 ans. Quelque chose dans sa poitrine bougea. Elle ne saurait pas expliquer ce que c'était. Elle n'essaierait même pas. Elle ouvrit la portière sous la pluie. Son chauffeur fut surpris. Ses gardes du corps réagirent immédiatement. Mais elle leur fit signe de rester. Elle traversa seule le trottoir mouillé, ses escarpins de luxe trempés en quelques secondes, et s'approcha du garçon. Il entendit ses pas. Il arrêta de jouer. « Qui est là ?» demanda-t-il sans peur, la tête légèrement inclinée, les oreilles en alerte. « Une femme, dit Aïssata. Tu as faim. » Un long silence. Puis le garçon sourit. Un sourire presque adulte, trop sage pour son âge. « J'ai toujours faim. Mais je ne mange pas ce qu'on me donne par pitié. » Aïssata fut déstabilisée. Elle qui avait l'habitude de dominer chaque conversation se retrouva sans réponse face à un enfant de 10 ans aveugle et trempé. « Ce n'est pas de la pitié, dit-elle finalement. C'est de la curiosité. Tu joues bien. »
L'enfant réfléchit. D'accord. Mais je rentre chez moi après. Il s'appelait Malik. Malik n'était pas un enfant ordinaire non plus. En passant du temps avec lui ce soir-là, le temps d'un repas dans un petit restaurant du quartier, Aïssata découvrit quelqu'un qui parlait avec une précision étrange, qui posait des questions d'adultes, qui connaissait des mots que beaucoup d'enfants scolarisés auraient ignorés. Il citait des auteurs, des musiciens, des proverbes. Il avait une mémoire photographique, si l'on peut appeler ça ainsi pour quelqu'un qui n'avait jamais vu une photographie. « Qui t'a appris tout ça ?» demanda Aïssata, incapable de cacher sa surprise. « Ma mère, dit Malik simplement, avant qu'elle parte. Elle est morte. » « Oui, il y a 2 ans. »« Et ton père ?» Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il passa ses doigts sur le bord de son verre avec soin. « Je ne connais pas mon père. Ma mère disait qu'il était parti avant ma naissance. Mais elle ne parlait pas de lui avec de la colère. Elle parlait de lui avec de la tristesse. Comme si quelque chose de mauvais s'était passé. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même. » Aïssata accompagna Malik chez lui ce soir-là. Il vivait dans un quartier populaire de Dakar, dans une petite maison en dur mais abîmée, avec une vieille femme qui s'appelait YY Kumba. Une voisine qui avait pris Malik sous son aile après la mort de sa mère, sans obligation, juste parce que son cœur le lui avait dit. YY Kumba était malade. Ses jambes la portaient à peine. Mais elle veillait sur Malik avec tout ce qui lui restait de force. Aïssata repartit ce soir-là sans bien comprendre pourquoi elle se sentait différente. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain. Elle se racontait que c'était pour vérifier que l'enfant allait bien. Elle se racontait que c'était de la philanthropie, une action sociale comme elle en finançait d'autres à travers sa fondation. Elle se mentait. La vérité était plus simple et plus effrayante. Pour la première fois depuis 20 ans, quelque chose dans sa vie lui semblait réel. Pas ses contrats, pas ses navires, pas ses réunions avec des hommes en costume. Ce garçon aveugle qui jouait du violon sous la pluie lui semblait plus réel que tout ce qu'elle avait construit. C'est lors de sa 3e visite qu'elle vit l'objet. Malik le portait autour du cou, glissé sous sa chemise, attaché par un cordon de cuir. Une vieille montre. Ronde, dorée, avec un verre légèrement fissuré. Quand Malik la sortit pour la montrer à Aïssata, parce qu'il avait senti qu'elle regardait quelque chose, elle vit le dos de la montre. Et là, gravé dans le métal avec une précision d'orfèvre, un logo. 2 lettres entrelacées. Un symbole qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans mais qu'elle aurait reconnu dans son sommeil. Dans ses cauchemars plutôt. Les initiales d'une entreprise. Les initiales d'un homme. Idriss Kane. Le monde s'arrêta. Aïssata dut faire un effort surhumain pour ne pas laisser voir ce qu'elle ressentait. Elle prit la montre doucement, l'examina, la rendit à Malik sans trembler, alors que tout en elle tremblait. « C'est à qui, cette montre ?» demanda-t-elle, sa voix aussi neutre qu'elle pouvait la rendre. « À mon père, dit Malik. C'est tout ce que ma mère m'a laissé de lui. Elle disait de ne jamais la perdre. Que si un jour j'en avais besoin, elle m'aiderait à trouver qui je suis. » Idriss Kane. Ce nom était une blessure. Pas une cicatrice, une blessure encore ouverte, juste recouverte d'une couche de succès et de contrôle. Idriss Kane avait été l'amour de la vie d'Aïssata, 20 ans plus tôt. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lui brillant en économie, elle en droit des affaires. Ils avaient tout partagé, les rêves, les projets, une vision commune de ce qu'ils voulaient construire ensemble. Et puis du jour au lendemain, tout s'était effondré. Idriss avait disparu. Sans explication. Sans lettre. Sans un mot. Et en même temps que sa disparition, un scandale financier avait éclaté, son nom cité partout, des accusations de détournement de fonds, de fraude, de trahison envers ses associés. Aïssata avait été humiliée publiquement parce qu'elle était son fiancé. Elle avait perdu des partenaires d'affaires, sa réputation naissante, sa confiance en l'humanité. Elle avait mis des années à se reconstruire. Des années de travail acharné, de nuits sans sommeil, de murs dressés autour de son cœur. Et maintenant, 20 ans plus tard, la vie lui envoyait le fils de cet homme. Aveugle. Seul. Menacé. Car oui, Aïssata allait bientôt comprendre que Malik était menacé. Ce fut un incident en apparence banal qui l'alerta. Une voiture qui passa 2 fois trop lentement devant la maison de YY Kumba. Un homme qu'elle ne reconnut pas mais qui semblait observer la maison. Puis une question d'un voisin. « Vous êtes de la famille de l'enfant ?» Parce que des gens sont venus demander où il allait à l'école. Aïssata déclencha discrètement ses propres enquêtes. Elle avait des contacts. Elle avait de l'argent. Elle avait des avocats et des détectives qui travaillaient pour elle.
En moins de 2 semaines, des informations commencèrent à remonter. Ce qu'elle apprit la laissa sans voix. Idris Kane n'était pas mort. Il était réellement disparu, mais pas comme on le croyait. Il n'avait pas fui un scandale. Il avait été forcé de fuir. Son propre frère, Ousmane Kane, associé dans leur entreprise familiale, avait tout orchestré. Ousmane avait utilisé des avocats corrompus pour fabriquer des documents frauduleux au nom d'Idriss, le rendant responsable d'opérations illégales qu'Ousmane avait lui-même réalisées. Une fortune pétrolière. Des contrats signés avec des gouvernements étrangers dans des conditions douteuses. Des millions de francs détournés. Idriss avait compris ce qui se passait trop tard. Il avait essayé de réunir des preuves, mais Ousmane était déjà trop puissant. Un politicien haut placé, le ministre Seydi Badji, protégeait Ousmane en échange d'une part du gâteau. Idriss avait dû fuir pour ne pas être emprisonné à sa place. Il avait disparu, laissant derrière lui une femme enceinte qu'il n'avait pas eu le temps de prévenir, une femme qui était la mère de Malik. Mais voilà le détail qui changeait tout. Idris Kane était décédé 4 ans plus tôt, dans un pays étranger, après des années d'exil. Avant de mourir, il avait fait rédiger un testament légal par un notaire de Genève. Ce testament désignait son fils, Malik Kane, comme unique héritier de tous ses droits sur l'entreprise familiale et sur la fortune pétrolière qui en découlait. Une fortune estimée à plusieurs milliards. Ousmane et le ministre Seydi Badji connaissaient l'existence de ce testament. Ils avaient aussi retrouvé la trace de Malik. Et ils avaient un plan très simple. Faire disparaître l'enfant avant que quiconque puisse déposer le testament devant un tribunal. Quand Aïssata comprit tout cela, elle ne paniqua pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit dans son bureau, les mains posées sur la table, et elle pensa pendant une longue heure. Puis elle décida. Elle allait protéger Malik. Pas par pitié. Pas par vengeance non plus, même si quelque chose en elle voulait que justice soit rendue. Elle allait protéger Malik parce que c'était la chose juste. Et peut-être aussi parce que ce garçon d'aveugle qui jouait du violon sous la pluie lui avait redonné quelque chose qu'elle croyait mort, la capacité d'aimer sans calcul. Elle alla voir Y Kumba et lui expliqua la situation avec honnêteté. La vieille femme écouta en silence, les mains croisées sur ses genoux. Quand Aïssata eut fini, Kumba dit juste, « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial autour de cet enfant. Sa mère me l'avait confié avec des yeux qui me disaient qu'il porterait quelque chose de lourd. Prenez soin de lui. » Aïssata fit venir Malik dans sa villa. Elle lui expliqua une version de la vérité, adaptée à son âge. Elle lui dit qu'il était peut-être en danger à cause de gens qui voulaient lui voler quelque chose qui lui appartenait. Elle lui dit qu'elle allait l'aider. Elle ne lui parla pas encore de son père, pas encore du testament, pas encore de la fortune. Elle voulait d'abord le mettre en sécurité. Malik écouta en silence. Puis il dit, « Vous avez peur pour moi ou vous avez peur pour vous-même » Aïssata faillit sourire malgré elle. « Pour toi. »« D'accord. Alors je reste. Mais je continue de jouer du violon. »« Bien sûr. » Et c'est ainsi que la villa froide et silencieuse d'Aïssata Diop se remplit pour la première fois du son d'un violon. Un son qui traversait les couloirs de marbre, montait par les escaliers, se glissait par les fenêtres vers le jardin. Un son vivant dans une maison qui avait oublié ce que c'était que la vie. Les semaines passèrent. Aïssata avait fait appel à un avocat de confiance, Maître Ndouaï, l'un des rares hommes qu'elle estimait vraiment. Ensemble, ils travaillèrent à authentifier le testament d'Idriss et à préparer un dossier juridique solide. Mais Ousmane Kane n'était pas sans ressources. Ses avocats multipliaient les obstacles. Des documents disparaissaient. Des témoins se rétractaient. Un juge fut récusé au dernier moment. Le ministre Seydi Badji utilisait ses contacts pour bloquer chaque tentative de progression. Et puis il y avait une autre vérité qu'Aïssata dut affronter. Une vérité sur elle-même. En cherchant à comprendre ce qui s'était passé 20 ans plus tôt, elle tomba sur des documents que ses propres enquêteurs avaient retrouvés. Des lettres. Des courriers échangés entre Ousmane Kane et un homme d'affaires qui travaillait à l'époque pour la famille d'Aïssata. Un homme de confiance de son père. Ces lettres révélaient quelque chose qu'Aïssata n'aurait jamais imaginé. Sa propre famille était impliquée. Pas de façon centrale, mais impliquée quand même. Le conseiller de son père avait été payé par Ousmane pour accélérer la rupture entre Aïssata et Idriss. Pour lui faire croire plus vite qu'Idriss était coupable. Pour couper tout contact possible entre eux avant qu'Idriss ait le temps de lui expliquer la vérité. Idriss avait essayé de la contacter. Ses messages n'étaient jamais arrivés. Ses lettres avaient été interceptées. Idriss ne l'avait jamais trahi. Il avait été trahi, lui. Et elle avait été manipulée. Et pendant 20 ans,
Elle avait haï un homme innocent qui, dans un pays étranger, mourrait peut-être en se souvenant d'elle. Aïssata pleura ce soir-là. Pour la première fois depuis des années. Seule dans sa chambre, sans laisser personne entrer. Elle pleura pour Idriss. Elle pleura pour la jeune femme qu'elle avait été. Elle pleura pour toutes ces années perdues à construire des murs autour d'un cœur qui n'avait jamais eu besoin d'être protégé de la sorte. Le lendemain matin, elle était debout à 6 heures. Yeux secs, tête claire, prête à se battre. Malik ne savait pas encore tout. Mais peu à peu, dans leur conversation du soir, Aïssata lui avait parlé de son père. Sans tout dire. Des fragments. Elle lui disait qu'Idriss était quelqu'un de bien que des gens avaient voulu détruire. Malik écoutait avec ce calme particulier qui le caractérisait. Un soir, il dit « Ma mère chantait parfois une chanson qu'elle disait être sa chanson à lui. À mon père. Elle pleurait en la chantant mais elle souriait en même temps. Vous savez ce que ça veut dire, aimer quelqu'un comme ça ?» Aïssata garda le silence un moment. « Oui, dit-elle doucement. Je crois que je le sais. » La relation entre eux avait changé sans qu'ils s'en rendent compte. Aïssata ne jouait plus le rôle de la bienfaitrice distante. Elle s'asseyait avec Malik pour le petit déjeuner. Elle rentrait du bureau pour l'heure du dîner. Elle l'écoutait jouer du violon le soir depuis le salon, les yeux fermés, comme si la musique effaçait quelque chose en elle. Et Malik, de son côté, avait arrêté de la tutoyer pour lui parler de sa maman, arrêté de garder ses distances. Il posait sa tête sur son épaule parfois, comme si c'était naturel, comme si ça avait toujours été ainsi. Un matin, il lui dit « Vous ressemblez à comment j'imaginais une mère ». Aïssata ne répondit pas. Elle lui prit juste la main. C'est cette fragilité-là, cette douceur que Malik avait réveillée en elle, qui allait presque tout faire échouer. Parce que les ennemis la surveillaient aussi. Et il savait maintenant qu'elle était vulnérable. Pas financièrement. Émotionnellement. Et c'était bien plus dangereux. L'audience judiciaire pour la validation du testament d'Idriss Kane était fixée au premier mardi du mois suivant. Maître Ndouaï avait finalement réussi à faire passer le dossier devant un tribunal régional. Ousmane Kane et le ministre Sedi Badji savaient que si cette audience avait lieu, ils étaient exposés. Pas seulement sur la question de l'héritage. Les documents que Maître Ndouaï avait rassemblés pouvaient potentiellement déclencher une enquête pénale. 3 jours avant l'audience, Malik disparut. Aïssata rentra chez elle à 19 h. La maison était silencieuse d'une mauvaise silencieuse, pas celle d'un enfant qui dort mais celle d'un endroit vide. Garde du corps introuvable. Cuisine vide. Chambre de Malik vide. Juste son violon, posé soigneusement sur le lit, comme un message. Le violon. Il l'avait laissé exprès. Elle en était certaine. Malik n'aurait jamais abandonné son violon. Il l'avait laissé pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle cherche dans la bonne direction. Aïssata s'assit sur le bord du lit, le violon dans les mains. Elle pensa à ce qu'elle savait d'Ousmane Kane. Ses intérêts dans la zone portuaire. Ses entrepôts. Les vieux bâtiments industriels qu'il avait achetés il y a 15 ans sur les quais nord du port de Dakar, officiellement pour les louer, officieusement pour les utiliser à des opérations discrètes. Elle appela Maître Ndouaï. Elle appela ses contacts dans les forces de l'ordre, des hommes à qui elle faisait confiance, pas ceux dans la poche du ministre. Elle appela aussi son propre responsable de sécurité. Et puis, sans attendre, sans hésiter, elle monta dans sa voiture et se dirigea vers le port. Il était 22 h. Le port de nuit était un autre monde. Des lumières jaunes sur du béton gris. L'odeur du fioul et de l'eau salée. Des silhouettes qui travaillaient dans l'ombre des grandes grues immobiles. Aïssata connaissait ces quais comme sa poche. Elle avait passé des années à les arpenter pour ses propres affaires. Le 3e entrepôt du quai nord était verrouillé mais de la lumière filtrait sous la porte. Elle fit signe à ses hommes de sécurité de se positionner. Elle attendit que les forces de l'ordre arrivent. 5 minutes. 10 minutes. Puis elle entendit quelque chose. Une mélodie. Fragile, incertaine, comme jouer à tâtons sur quelque chose qui n'était pas un violon. Du bout des doigts sur une surface métallique. Tap tap tap. Les mêmes notes que Malik jouait toujours en premier quand il accordait son instrument. Il sifflait la mélodie. Doucement, régulièrement, pour qu'on puisse le localiser. Il avait laissé le violon pour qu'elle vienne. Il sifflait pour qu'elle sache où il était. 10 ans. Il avait 10 ans. Aïssata frappa la porte de l'entrepôt de son poing, fort, sans se cacher. Ousmane Kane. C'est Aïssata Diop. La police est derrière moi. Tu as le choix de ce qui se passe dans la prochaine minute. Silence. Puis des voix à l'intérieur. Des bruits de mouvement. Et puis la porte s'ouvrit.
Ce qui se passa dans les 2 heures suivantes fut à la fois rapide et brutal dans sa logique. 4 hommes se trouvaient dans l'entrepôt. 2 gardes, un avocat que Maître Ndouaye reconnut immédiatement comme étant sur la liste des complices présumés, et Ousmane Kane lui-même, 60 ans, costume froissé, regard d'un homme qui sait que la partie est terminée. Malik était attaché à une chaise dans un coin, un bandeau sur les yeux, lui qui ne voyait déjà pas. Ce détail rendit Aïssata folle de rage, mais elle se contrôla. Elle traversa l'entrepôt, défit les liens de Malik avec ses propres mains. « C'est toi ?» dit Malik. « C'est moi. Je savais que vous viendriez. J'ai sifflé pendant des heures. J'ai entendu. » Elle le prit dans ses bras, complètement, comme on tient quelqu'un qu'on a failli perdre. Et Malik, ce garçon qui ne pleurait jamais, ce garçon trop sage pour son âge, Malik pleura. Doucement, sans bruit, la tête dans le cou d'Aïssata. Les arrestations eurent lieu cette nuit-là. Ousmane Kane, l'avocat complice, les 2 gardes. Le lendemain matin, les enquêteurs en charge du dossier avaient suffisamment d'éléments pour convoquer le ministre Seydi Badji. Quand la nouvelle se répandit, ce fut une onde de choc dans les milieux politiques et financiers de la ville. L'audience judiciaire eut lieu comme prévu. Le testament d'Idriss Kane fut validé. Malik Kane, 10 ans, aveugle, ancien enfant des rues de Dakar, fut officiellement reconnu comme l'héritier légal de son père. La fortune pétrolière, longtemps détournée, allait faire l'objet d'un processus judiciaire long et complexe, mais la porte était ouverte. Maître Ndouaye demanda à Aïssata si elle voulait être nommée tutrice légale de Malik pendant sa minorité. Elle dit oui sans hésiter. Le soir de ce jour-là, dans la grande villa qui avait retrouvé son silence habituel après des semaines de mouvement, Aïssata et Malik dînèrent ensemble. Sain, du thieboudienne, parce que c'était ce que Malik préférait. Il mangea avec appétit. Elle le regarda manger. Elle pensa à Idriss. Elle pensa à ce que la vie faisait parfois, comme elle reprenait d'une main ce qu'elle avait pris de l'autre. Elle lui avait volé Idriss. Et 20 ans plus tard, elle lui envoyait Malik. « Vous pensez à quoi ?» demanda Malik, qui entendait toujours le silence particulier quand quelqu'un pensait trop fort. « À ton père, dit Aïssata. Vous le connaissiez ?» Elle prit le temps de répondre. « Oui, je le connaissais. C'était quelqu'un de bien. Je l'ai mal jugé à cause de mensonges. Et je le regrette. » Malik posa sa fourchette. « Ma mère disait que les gens qui regrettent vraiment n'ont pas besoin de se punir. Ils ont juste besoin de faire mieux après. » Aïssata ferma les yeux une seconde. « Ta mère était sage. » Elle l'était. Les mois suivants furent ceux d'une reconstruction. Pour Malik, une prise en charge médicale complète. Des spécialistes. Des examens. Et finalement, une nouvelle qui fut à la fois une espérance et un risque. Les médecins confirmèrent que la cécité de Malik était d'origine ophtalmologique, liée à une maladie traitée trop tard dans l'enfance. Une chirurgie spécialisée, longue, risquée mais possible, pouvait potentiellement lui redonner la vue. Partiellement ou totalement, les médecins ne pouvaient pas le garantir. Malik prit le temps de réfléchir. Seul, comme il aimait faire. Puis il dit à Aïssata, « Je veux voir. Même si c'est pour voir une seule chose. Je veux le faire. » La préparation à l'opération dura plusieurs semaines. Aïssata fut présente à chaque rendez-vous. Elle signa les formulaires. Elle parla avec les chirurgiens. Elle ne dormit presque pas la nuit avant l'intervention. Elle, qui ne priait plus depuis des années, se retrouva à murmurer quelques mots dans l'obscurité de sa chambre la nuit précédant l'opération. Pour Malik. Juste pour lui. L'opération dura 7 heures. Aïssata attendit dans le couloir blanc de la clinique toutes ces 7 heures. Debout parfois, assise parfois, les mains croisées, le regard fixe. Maître Ndouaye vint la rejoindre à mi-parcours. Egwek Kumba, qui s'était remise de ses problèmes de santé depuis qu'elle vivait mieux, était là aussi. 3 personnes dans un couloir, attendant la vie d'un enfant. Quand le chirurgien sortit, son visage était fatigué mais son regard souriait. L'opération s'est bien passée. On saura dans quelques jours l'étendue de la récupération visuelle. Mais les signes sont encourageants. Le réveil de Malik eut lieu doucement. On lui avait bandé les yeux. Les jours qui suivirent furent ceux de la guérison, de la patience, des soins. Et puis vint le moment. La salle de la clinique était petite. Lumière tamisée comme les médecins l'avaient demandé. Aïssata était assise près du lit de Malik. L'infirmière défit doucement le bandage. D'abord un tour, puis un autre, puis le dernier. Malik cligna des yeux lentement. Plusieurs fois.
La lumière entrait pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois vraiment dans sa vie d'une façon qu'il pouvait ressentir consciemment. Il tourna la tête. Il la regarda. Aïssata ne bougea pas. Elle laissait son regard à lui. Elle lui offrait son visage comme on offre quelque chose qu'on a gardé longtemps sans le savoir. Malik la regarda pendant ce qui sembla être une éternité. Ses yeux qui avaient été fermés sur le monde pendant toute son enfance, ses yeux qui avaient vu la nuit mais jamais le jour, la voyaient elle, maintenant, vraiment. Et il dit, avec ce sourire d'adulte qu'il avait toujours eu mais que pour la première fois elle voyait accompagné d'une lumière dans ses yeux. Donc, c'est toi mon miracle. Aïssata pleura. Pas comme on pleure de tristesse. Comme on pleure quand quelque chose de grand s'accomplit, quelque chose qui dépasse ce qu'on pensait mériter dans une vie. Elle prit sa main. Non, dit-elle. C'est toi le mien. Voilà. Cette histoire est terminée. Mais avant de vous laisser partir, je veux vous parler comme quelqu'un qui vous connaît même sans vous avoir rencontré. Cette histoire, je l'ai construite autour d'une question très simple. Est-ce que la vie peut nous redonner ce qu'elle nous a pris? Pas exactement de la même façon. Pas avec les mêmes personnes. Mais sous une autre forme, dans un autre visage, avec une autre main à tenir. Aïssata Diop avait fermé son cœur à cause d'une trahison qui n'en était pas une. Combien d'entre nous font ça? On souffre une fois, profondément, et on décide que plus jamais personne n'entrera assez près pour faire autant de mal. On construit une vie belle à l'extérieur et vide à l'intérieur. On appelle ça de la force. C'est souvent juste de la peur. Malik, lui, n'avait rien. Pas de vue, pas de parents, pas d'argent. Mais il avait quelque chose qu'Aïssata avait perdu. La capacité de croire que le monde pouvait encore lui offrir quelque chose de beau. Il jouait du violon sous la pluie, les voyous venaient lui voler ses sous, et lui continuaient de jouer. Pas parce qu'il était insensible. Parce qu'il savait que sa valeur n'était pas dans ce chapeau. Elle était dans la musique. Ce que cette histoire veut dire, au fond, c'est que la guérison arrive rarement de là où on l'attend. Elle arrive d'un enfant aveugle sous la pluie. D'une phrase murmurée dans la nuit. D'une montre gravée qu'on reconnaît sans savoir pourquoi. La vie a une façon de nous ramener vers ce qu'on a abandonné, pas pour ouvrir les blessures, mais pour nous donner une chance de les fermer autrement. La vraie justice dans cette histoire, ce n'est pas l'arrestation d'Ousmane Kane. Ce n'est pas le testament validé ni la fortune récupérée. La vraie justice, c'est qu'Aïssata a pu regarder dans les yeux de Malik et se réconcilier avec la personne qu'elle avait cessé d'être. Et Malik, lui, a pu mettre un visage sur le mot famille. Ils se sont sauvés mutuellement. Comme ça arrive souvent dans la vraie vie, quand on ne cherche plus à se sauver soi-même mais qu'on tend la main vers quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et je veux vraiment que vous y répondiez dans les commentaires, parce que vos réponses comptent pour moi. Est-ce que vous avez, vous aussi, fermé votre cœur à quelqu'un ou à quelque chose à cause d'une blessure ancienne? Et si la vie vous envoyait aujourd'hui votre propre Malik, votre propre miracle caché sous la pluie, est-ce que vous sauriez le reconnaître? Ou est-ce que vous repartiriez dans votre Mercedes sans ouvrir la vitre? Écrivez-moi dans les commentaires. Je lis tout.